Mesdames et messieurs, bonjour, il est 15 h, bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres. Clôture de la caravane médico-chirurgicale dans la région d'Obok. Et 30 pays mobilisés donc à Paris concernant Damas. Merci à vous de nous rejoindre. Après Tadjoura, c'est à Obok qu'une importante cérémonie a clôturé hier les activités de l'équipe médicale mobile formée de spécialistes et de chirurgiens qui a soigné quelques 8000 patients selon le chiffre fourni par le ministère de la Santé. Cette équipe a travaillé une dizaine de jours durant, n'est-ce pas Asma? Alors oui, Ahmed, plusieurs membres du gouvernement ont effectué des déplacements aux côtés du ministre de la Santé, le Dr Jamal Mekié. Parmi les personnalités qui ont effectué le déplacement figure le ministre délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Alamis, le secrétaire général de la primature, Naguib Abdallah Mohamed, le conseiller technique de la primature et ancien président du conseil, Ali Hamad Hassan, et des parlementaires de la région dont l'honorable député Hasna Hamad Abilillah. Et bien, notez également la présence du représentant de la Banque mondiale, M. Atusek, du représentant du HR, Abdoulaye Bari, et du secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan Daraj. Ils ont effectué eux aussi le déplacement pour assister à cette cérémonie de clôture de la caravane médicale qui a opéré donc à Obok. La délégation a été chaleureusement accueillie à son arrivée à Obok par le préfet de la région, Hassan Dabali Ahmad, et le président du conseil régional, Mohamed Hamad Ismail, ainsi que les Okal, où les notables, une foule compacte, les a entourés. Et c'est bien sûr par mer qu'Obok a été rejointe, une foule obokoise est donc venue en masse, comme vous les voyez sur les images, pour assister à cette cérémonie haute en couleurs qui vient de clôturer en beauté les 10 jours d'intenses et productives activités de la caravane dans la région de Obok qui, de toute évidence, a été un franc succès. Et c'est dans une ambiance de fête et de communion exceptionnelle avec la société civile de Hayou, c'est particulièrement distingué de par sa mobilisation pour plébisciter donc le ministre de la Santé et sa délégation. La population a aussi témoigné de sa pleine satisfaction quant aux résultats obtenus. En effet, plus de 8000 personnes, Ahmed, ont été consultées et 91 patients opérés dans le cadre du déplacement de cette caravane médicale et chirurgicale. Et bien, durant une dizaine de jours, une trentaine de spécialistes et de paramédicaux ont été mobilisés pour ce faire. Et enfin, en marge de cette cérémonie, il a été procédé aux remises de 2 ambulances flambant neuves, d'un appareil de radiographie de dernière génération, mais également des vivres pour 300 ménages vulnérables. Eh bien, des moustiquaires comme dans toutes les autres régions Ahmed imprégnées et des lots des médicaments qui ont été remis en main propre au médecin-chef du centre médical et hospitalier d'Obok, le docteur Moustapha. L'octroi de ces matériels et ces équipements font suite aux doléances formulées par la population tadjourienne lors de la concertation populaire et citoyenne avec le ministre de la Santé, docteur Jamal Mekié, qui a eu lieu en novembre 2017. Cette journée de clôture des activités a été joyeuse et festive. Elle a été égayée par des chants traditionnels et danses folkloriques qui ont enthousiasmé les participants et les officiels. Merci Yasma pour toutes ces précisions. Et dans leurs interventions respectives, le préfet de la région d'Obok, Hassan Dabali Ahmed, et le président du conseil régional, donc Mohamed Hamad Ismail, ont prononcé donc les mots de bienvenue pour souhaiter donc la bienvenue au ministre de la Santé et à la délégation qui l'accompagne. Les 2 responsables de la région ont également transmis le sentiment général des Obokois qui ont unanimement reconnu les bienfaits de la caravane médico-chirurgicale au profit de la population du nord du pays, notamment de la région d'Obok. On les écoute. Selon les informations des responsables du CMH, ce sont environ plus de 8000 personnes, je dis bien plus de 8000 personnes qui se sont fait consulter et dont 92 cas de petite chirurgie. Cette information me réjouit et démontre, si besoin en est, que non seulement la mobilisation a été efficace grâce aux messages véhiculés par les notables au milieu rural et dans les différentes mosquées du chef-lieu, et aussi grâce au mouvement associatif de Bok, mais que surtout
la caravane médicale est devenue un rendez-vous incontournable à ne pas manquer. Et comme le dit si bien un adage, il faut reconnaître à César ce qui appartient à César. Je voudrais rendre ici un vibrant hommage à celui qui a mis en place cette noble et généreuse initiative. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire une ovation au Dr Jamal Elmi Okiye. Je voudrais tout d'abord exprimer ma profonde gratitude en ma qualité de représentant de l'État aux médecins et techniciens paramédicaux qui ont été mobilisés pour la réalisation de cette opération sanitaire de proximité de grande utilité et à fort impact social significatif. En effet, la plus grande consécration de cette action étant le renforcement caractérisé des spécialités telles que la pédiatrie, la stomatologie, l'ophtalmologie, la chirurgie, la pneumologie, la cardiologie, la dermatologie, la psychiatrie, l'ORL comme en témoigne la présence parmi vous des spécialistes médicaux dont leurs compétences ont permis de soigner un nombre considérable de nos concitoyens souffrant de pathologies diverses. Et en tant que natif de la ville de Hayou, le secrétaire général de la primature, Neguib Abdallah Kamil, a réaffirmé donc sa pleine satisfaction de la mission de la caravane qui a permis de soigner plus de 8000 personnes dans les différentes prestations de soins spécialisés. Et dans son discours, le ministre de la Santé, Dr Jamal Elmi, a énoncé les grandes lignes et objectifs principaux de cette mission médicale pour apporter soins et assistance aux populations des régions. Il a en outre rappelé que cette initiative découle de la vision politique du chef de l'État qui reflète cette volonté d'approcher constamment les prestations spécialisées de qualité et d'aller à la rencontre des populations dans le besoin. Nous le suivons. هيو شعبي ما عساني هيو شعبي النهاية عافية وزارة النهاية دولة أبا إسماعيل عمر قلي النهاية جيبوتي جمهورية النهاية. Je voudrais tout d'abord vous remercier vivement pour l'accueil sans précédent que vous nous avez réservé et qui montre une fois de plus l'hospitalité et le grand amour et les grands cœurs des habitants d'Obok, Hayou. Après Tadjoura, j'ai ressenti une fierté immense face au travail réalisé. Me voici dans cette belle région pour clôturer la caravane médicale chirurgicale qui s'est installée il y a une dizaine de jours parallèlement à celle de Tadjoura. Vous en conviendrez, mener de front l'organisation de 2 caravanes médico-chirurgicales simultanément dans 2 régions différentes n'est pas une chose aisée. Étant donné que les moyens logistiques et les ressources humaines limitées dont nous disposons. Cependant, nous en faisons une priorité dans notre agenda et nous continuerons à mettre en œuvre et de façon régulière ces activités pour rendre accessibles les prestations de soins spécialisées et de qualité. Mesdames et messieurs, ces activités qui s'inscrivent dans le droit fil des priorités éditées pour le secteur de la santé par son Excellence le Président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh, répondent à une double exigence. Une exigence de proximité pour nos populations des régions enclavées et éloignées, qui ont bénéficié pour la 3e fois une palette inédite de soins spécialisés, allant de la simple consultation à l'intervention chirurgicale, et une exigence de qualité avec, à la fois que nécessaire, une prise en charge complémentaire. À l'instar de Tadjoura, la région d'Obok a bénéficié pour la 3e fois de soins spécialisés, 20 spécialités différentes, dans la dermatologie, la cardiologie,
la nephrologie, l'endocrinologie, la rhumatologie, l'ophtalmologie, l'ORL, la stomatologie, la gynécologie, pour ne dire et que citer que cela. Ainsi, plus que 9341 personnes exactement ont eu des consultations et d'actes médico-chirurgicaux ont été menés en un espace de 10 jours. C'est 4 fois plus que la dernière caravane conduite en décembre 2016. Par ailleurs, 92 interventions chirurgicales ont été réalisées dans des spécialités aussi diverses que l'ophtalmologie, la chirurgie viscérale, la gynécologie, dans le bloc de la région d'Obok, dans le CMH ici, là où nous sommes. Et dans la foulée, le ministre de la Santé et sa délégation ont effectué une visite dans les salles de consultation pour rencontrer les médecins spécialistes et s'enquérir de visu sur le déroulement des activités de la caravane médico-chirurgicale dans le centre médico-hospitalier d'Obok. Pour rappel, cette caravane médico-chirurgicale, forte d'une trentaine de médecins spécialistes et paramédicaux qui proposent des prestations telles que la stomatologie, l'ORL, la rhumatologie, la gynécologie, la psychiatrie ou encore la pédiatrie. Depuis une dizaine de jours, plus de 8000 personnes ont été consultées dans ces différentes disciplines et une centaine de patients ont bénéficié des opérations chirurgicales sur place dans le bloc opératoire du CMH dans les différentes disciplines. Il faut rappeler que ces médecins sont à pied d'œuvre depuis une dizaine de jours pour dispenser gratuitement des soins de qualité à la population de la ville d'Obok et de ses environs. Et en marge de cette cérémonie de clôture, le ministre de la Santé a procédé également à la remise des équipements et des matières donc diverses pour le compte du CMH d'Obok. Outre l'octroi d'une importante quantité de vivres destinés à plus de 300 ménages les plus démunis donc de la région, le ministre a aussi remis les clés de 2 ambulances entièrement équipées et flambant neufs en main propre au médecin-chef du CMH d'Obok. Par ailleurs, plusieurs centaines de ballots contenant plus de 15 000 moustiquaires imprégnés d'insecticides seront aussi acheminés et distribués dans toutes les localités afin de lutter efficacement contre le paludisme dans cette région. En outre, le centre médico-hospitalier a réceptionné un nouvel appareil de radiographie de dernière génération qui a été donc octroyé gracieusement par l'OIM, l'Organisation internationale pour les migrations, dans le cadre de son partenariat avec le ministère de la Santé. Rappelant toutefois que l'octroi de ces matériels et ces équipements font suite aux doléances formulées par la population de Hayou dans le cadre de sa récente concertation populaire et citoyenne avec le ministre de la Santé, le docteur Djama Elmi Okiye. Et la délégation ministérielle conduite par le ministre de la Santé, Dr Djama, a rencontré hier après-midi les sages et les notables de la région de Hayou afin de discuter et d'échanger sur les questions prépondérantes dans le domaine de la santé qui les préoccupent, mais également pour écouter et recueillir leurs doléances. Présent aux côtés du ministre de la Santé, le ministre délégué à la décentralisation, Hamadou Mohamed Aramis, le secrétaire général à la primature, Naguib Abdallah, le conseiller technique, Ali Ahmed Hassan, ont participé donc à ces échanges fructueux de discussion avec les sages et les okals des différentes localités de cette région. Ainsi, les okals donc de nombreux sages se sont exprimés tour à tour pour exposer leur point de vue sur les sujets divers en formulant leurs doléances multiples à l'intention des membres du gouvernement. Et par ailleurs, les intervenants ont également remercié le gouvernement djiboutien et en premier lieu le chef de l'État pour tous ses efforts consentis pour le développement du pays et plus particulièrement pour sa politique judicieuse en matière de santé et de développement rural. Et dans ces interventions, le ministre de la Santé donc a assuré l'assistance d'apporter des solutions pérennes aux problématiques relatées et qu'il ne manquerait pas de transmettre les autres recommandations aux autorités compétentes pour leur application dans les plus brefs délais. En nouvelle nationale du jour, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahamoud, a procédé officiellement ce matin au démarrage des activités de l'Observatoire chargé de juger la qualité de l'enseignement prodigué. La cérémonie de mise en place de l'Observatoire s'est déroulée au Palais du Peuple. Elle a vu la participation des cadres et responsables du MENFOP, à commencer par le secrétaire général, Mohamed Abdallah Mahiou, mais aussi des cadres de l'administration, des parents d'élèves et des personnalités de la société civile. Cet observatoire sera dirigé par un secrétaire exécutif. Et c'est M. Moukhaled Abdelaziz Hassan qui a été désigné pour assumer cette tâche et le fonctionnement de ce nouvel organe créé pour faire progresser la qualité de l'enseignement prodigué
prodiguées dans les écoles publiques. Et dans un mot prononcé à cette occasion, ce dernier a présenté les grands contours de la mission dévolue à l'Observatoire, son organigramme et l'apport attendu. L'Observatoire sera un organe de régulation et d'appréciation pour un pilotage efficace de la qualité des enseignements et apprentissages prodigués. Il est prévu que l'Observatoire mène également des études prospectives afin de promouvoir les stratégies de mise en place des indicateurs et d'évaluation de suivi de la qualité de l'enseignement. Va veiller tant que possible à la qualité des enseignements-apprentissages dans les classes, à la fois dans le cursus primaire, moyen, secondaire. Et par la suite, le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a rappelé durant son intervention que l'Observatoire sera une entité du MENFOP comme les autres. Il n'entravera pas ni empiétera sur les prérogatives et les missions des autres organes du ministère. Il a également souligné que cet organe doit veiller à la mise en œuvre des recommandations retenues durant les consultations auxquelles il attache une importance particulière. On écoute le ministre. Participants, notre présence à nous tous ici, aujourd'hui, est significatif puisque motivé par la recherche de la qualité. Qualité ou quête permanente universellement recherchée. Qualité ou le cheval de bataille du président de la République qu'il a défini comme objectif à faire atteindre à notre système éducatif. Qualité devant sous-entendre le développement de notre pays et permettre une insertion socio-professionnelle réussie de nos jeunes, et la création d'un organe chargé de veiller à la qualité des enseignements-apprentissages, de favoriser un cadre de réflexion et d'analyse des problématiques inhérentes à une éducation de qualité et d'impulser aussi des pratiques pédagogiques innovantes, c'est tout naturellement imposé. Et le 9 novembre 2017 est officiellement né l'Observatoire de la qualité des enseignements-apprentissages et sa création actée par les décrets présidentiels dont les missions que je cite sont les suivantes: mener des études prospectives, élaborer et promouvoir des stratégies de mise en place des indicateurs pertinents pour l'évaluation et le suivi de la qualité, faire des recommandations et propositions d'amélioration en faveur de la promotion de la qualité. Je compte donc sur vous tous pour faire de la qualité l'affaire de tout à chacun. En nouvelle nationale toujours, le ministre de l'énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, a reçu donc ce matin une visite de prise de contact de courtoisie du nouvel ambassadeur du Japon à Djibouti, Koji Yonetani. Au cours de cette entrevue, les relations bilatérales et la coopération djibouto-nippone ont été passées en revue. Le ministre de l'énergie, Younis Ali Guedi, a souhaité la bienvenue au nouvel ambassadeur japonais et plein succès pour sa mission. Et pour sa part, l'ambassadeur japonais s'est réjoui de l'accueil que lui a réservé donc les autorités du pays et a remercié le ministre en particulier. La Commission électorale nationale indépendante, la CENI, a effectué aujourd'hui une tournée d'inspection dans les régions d'Obok et de Tadjoura sous la conduite de son président Dini Mohamed Burhan. Les membres de la CENI et son président ont tout d'abord entamé cette tournée de contrôle des préparatifs des futures élections législatives 2018 à Obok. La CENI a été accueillie sur place à son arrivée par le préfet de la région Hassan Dabelé et par le vice-président de la CENI d'Obok, Ahmed Saïd Mohamed. Ensuite, celle-ci donc a visité les différents bureaux de retrait des cartes d'électeurs. La CENI et ses membres donc ont également constaté l'état des affichages des listes électorales, le fonctionnement au niveau de l'administratif donc, ainsi que l'information des données électorales. Et ensuite, la CENI, avec à sa tête son président, M. Dini Mohamed Burhan, a mis le cap vers Tadjoura où elle a été accueillie par le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Benoïta, ainsi que par le vice-président de la CENI de Tadjoura, Aramis Kamil Sek. De même qu'à Obok, la cérémonie donc, et ses membres, la CENI et ses membres donc, ont constaté de visu le bon déroulement des opérations et des préparatifs des futures élections législatives 2018 dans la région de Tadjoura. Donc, l'état des affichages des listes électorales, le fonctionnement au niveau administratif, l'informatisation des données électorales, ainsi que les inscriptions sur les listes électorales. Et ensuite, la CENI, avec à sa tête son président, M. Dini Mohamed Burhan, a mis le cap vers Tadjoura où elle a été accueillie par le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Benoïta, ainsi que par le vice-président de la CENI de Tadjoura, Aramis Kamil Sek. De même qu'à Obok, la cérémonie donc, et ses membres, la CENI et ses membres donc, ont constaté de visu le bon déroulement des opérations et des préparatifs des futures élections législatives 2018 dans la région de Tadjoura. Donc, l'état des affichages des listes électorales, le fonctionnement au niveau administratif, l'informatisation des données électorales, ainsi que les inscriptions sur les listes électorales.
Et pour nous en parler avec nous, donc le président de la commission indépendante donc nationale électorale CENI, M. Dini Mohamed Burhan, bonjour. Bonjour. Donc après avoir effectué la tournée d'aujourd'hui dans les régions d'Obok et de Tadjoura, enfin les deux régions du nord du pays, vous êtes avec nous maintenant pour cette édition. Présentez-nous dans un premier temps l'institution que vous présidez. Bon, l'institution que je préside, c'est la commission électorale nationale indépendante. Elle a pour rôle de veiller à la régularité des élections et au bon déroulement et à la disponibilité de tous les outillages nécessaires pour un scrutin transparent et démocratique. D'accord. Et vous avez effectué, avant d'aller dans les régions du nord du pays, hier donc des tournées dans les différents arrondissements de la capitale pour constater donc l'état d'avancement des préparatifs pour ces élections et l'affichage également des listes d'électeurs. Comment se sont déroulées donc ces tournées d'hier et d'aujourd'hui? Oui, hier nous nous sommes rendus dans deux sous-préfectures de la ville de Djibouti, le plus important, la 4e et la 5e arrondissement. Et je crois que les conditions préélectorales est bien requises et tous les matériels des élections et toutes les cartes sont disponibles. Je crois que les conditions sont bien réunies pour un scrutin, comme je dirais, sereine et transparente. Alors nous savons que, hormis donc la permanence de la CENI n'est pas permanente. Donc comment est-ce que cela se passe? Est-ce qu'elle est permanente ou est-ce qu'elle est seulement créée au moment des élections? Oui, je crois que la CENI, l'importance de la CENI, c'est de participer aux élections. Et qu'elle soit permanente ou qu'elle soit semi-permanente. Et le plus important, c'est qu'elle participe et qu'elle veille au bon déroulement des élections. Il appartient aux autorités supérieures de l'État de lui donner un statut qui leur conviendrait conformément aux lois ou aux textes. Alors c'est 3 mois d'existence donc la CENI. En principe, c'est pendant la durée d'une élection, mais l'importance de CENI et c'est durant les moments des élections. Alors, qui compose la CENI? La CENI est composée de membres désignés par le gouvernement, par l'Assemblée nationale, par la société civile et par les partis politiques. Les partis politiques légalement en place. Donc il n'y a pas de processus ou de scrutin pour nommer ces personnes. C'est juste les institutions que vous venez de citer qui élisent un délégué qui va faire partie de la commission. Les partis politiques désignent leurs délégués à la CENI, l'Assemblée nationale désigne, les membres du gouvernement désignent aussi des gens et la société civile, c'est-à-dire les ONG, tout ça, qui ont un rôle important dans la société, désignent aussi des représentants. Et les partis qui participent, les partis politiques également légalement constitués. Légalement constitués désignent un candidat. D'accord. Alors, quel serait votre message aujourd'hui, vous qui êtes président de la CENI, au vu donc des prochaines élections qui arrivent à grands pas, et vous avez également effectué des tournées, donc quelque part vous avez déjà une idée du déroulement des préparatifs. Alors, quels seraient vos conseils, le conseil que vous donnerez aux électeurs djiboutiens? Moi, j'inviterai les électeurs à participer massivement aux élections. C'est un droit, et il ne faut pas donner ce droit à n'importe qui. Ce droit est un arme, et il faut l'exercer. D'accord. Pour que la représentation nationale soit... Parce que vous serez satisfait lorsque vous allez voter pour le candidat de votre choix. D'accord. Merci Monsieur le Président d'avoir accepté notre invitation, d'avoir bien voulu également répondre à nos questions. C'était donc le Président de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, M. Dini Mohamed Burhan, qui était l'invité de ce 15h. Toujours en nouvelle nationale, sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, s'est déroulé donc samedi dernier dans la salle polyvalente au stade Hassan Goulet d'une importante réunion de concertation et de réflexion. Cette réunion qui a regroupé sur place l'ensemble des membres du comité d'organisation des préparatifs du dialogue national avec la jeunesse et plus de 400 jeunes représentant les zones de la capitale et des régions de l'intérieur, marquées donc dans cette dernière rencontre une étape visant à corroborer les réflexions, doléances et recommandations émises par les jeunes tout au long des 43 rencontres précédentes. Le premier vice-président du comité d'organisation, Mahdi Mahamoud, a ouvert la séance, mettant en exergue les objectifs et les buts de cette dernière rencontre en prévision de la conférence nationale pour la jeunesse décidée par le président de la République. Et pour l'ensemble des membres du comité d'organisation, il s'agissait donc de restituer et d'harmoniser les doléances et recommandations faites au cours des dernières rencontres avec les jeunes dans le cadre de ce dialogue national transcendant
toute appartenance statuaire, donc tribale, ethnique, confessionnelle ou politique. En effet, les rencontres avec les jeunes prisonniers donc, au centre de détention pénitentiaire de Gabon, ainsi qu'avec les handicapés et autres jeunes sombrant dans la débauche, traduit le caractère inclusif de ce dialogue national avec la jeunesse initié par le chef de l'État. Plus d'une soixantaine de jeunes délégués de chaque zone, tous genres confondus, se sont relayés successivement au micro pour soulever des questions pertinentes et précises. Les points cruciaux et récurrents sont notamment le chômage endémique qui sévit parmi les jeunes, l'absence d'aire de jeu avec ses conséquences d'oisiveté, mère de tous les vices, le favoritisme et les inégalités de chance dans l'embauche. Les jeunes ont également mis en relief l'invalidité donc du projet entrepreneuriat jeune, faute de financement nécessaire, l'absence de formation et d'information pour favoriser la création d'entreprises, une décentralisation non effective, l'insuffisance de la lutte contre la prolifération et la consommation des produits illicites, bref, l'absence d'une réelle dynamique propice donc à l'épanouissement de la jeunesse. Et les responsables du comité d'organisation chargé de planifier la tenue de ce dialogue, président jeunesse, ont rassuré l'assistance de prendre en considération toutes les questions soulevées sous restriction et les référer toutes dans un document de synthèse qui sera présenté au chef de l'État, et ce, conformément à ses instructions. Et le représentant de la Fondation Roi Salman Humanitarian Aid and Relief Centre, Dr Abdallah Salah Al-Muallim, directeur du département d'assistance médicale et environnement, et le directeur de l'hôpital Al-Rahma, Dr Mohamed Al-Sharqawi, ont paraphé donc hier un accord de financement avec l'hôpital Al-Rahma en matière de prise en charge des soins et de suivi médicaux, y compris les opérations chirurgicales en faveur des réfugiés yéménites du centre Markazi à Obok. La cérémonie de signature qui a eu lieu donc dans l'enceinte de l'ambassade d'Arabie Saoudite à Djibouti s'est déroulée en présence de l'ambassadeur saoudien accrédité à Djibouti, Abdelaziz Ben Abdallah Al-Daoud, le directeur régional du comité africain de secours de l'État du Koweït, Abdul Ghani Al-Ghurashi, et le directeur des relations publiques, Mahmoud Robley. Et dans une interview prononcée à cette occasion, le directeur du département d'assistance médicale et environnementale de la Fondation Roi Salman, Dr Abdallah Salah Al-Muallim, a précisé que cette action s'inscrit dans le cadre des assistances apportées par le roi Salman en faveur des réfugiés yéménites présents sur le sol djiboutien. Il a ajouté que le roi Salman d'Arabie Saoudite avait récemment décidé de transférer 2 milliards de dollars à la Banque centrale du Yémen en manque de liquidité. De son côté, l'ambassadeur d'Arabie Saoudite à Djibouti, Abdelaziz Ben Abdallah Al-Daoud, a souligné que la signature de l'accord de financement avec l'hôpital Al-Rahma s'inscrit dans la poursuite du soutien du royaume d'Arabie Saoudite que le royaume d'Arabie Saoudite apporte au peuple yéménite. Il a ajouté que le roi Salman Ben Abdelaziz œuvre toujours en faveur du peuple frère yéménite. Et page nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons appris avec consternation le décès d'un grand sage de la région de Tadjoura, en l'occurrence Feu Guelleh Aboubakar, père de l'actuel ministre en charge des investissements auprès de la présidence de la République. Le défunt Feu Guelleh Aboubakar est décédé ce matin au lieu dit Forage près de Sagalou dans la région de Tadjoura. Le défunt était une personnalité très connue et respectée dans toute la région du Lac Assal et de Douloul. Il laisse une nombreuse famille, dont 4 enfants et 32 petits-enfants. Il était le père du ministre à la présidence chargé des investissements, Ali Guelleh Aboubakar. Plusieurs autres personnalités ont immédiatement réagi suite à l'annonce de ce décès, dont le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, le ministre de l'Habitat Moussa Mohamed Ahmed, le ministre délégué à la décentralisation Hamadou Mohamed Aramis, les ambassadeurs de Djibouti en Allemagne et au Japon, respectivement Adel Mohamed Dileita et Ahmed Areita, le préfet de la région de Dikil, Mohamed Cheikh Hassan, et le président de la CENI, M. Dini Mohamed Burhan, les conseillers techniques Barago Issa Saïd, Abdelkader Oudoum et la parlementaire Fatouma Kamil. Tous se sont déclarés consternés par cette triste disparition et ont adressé leurs sincères et vives condoléances à M. Ali Guelleh et à toute la famille du défunt. La direction générale et le personnel de la radio-télévision de Djibouti s'y associent à ces messages de condoléances, tous prient le Très-Haut et miséricordieux donc d'accueillir le défunt dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un.
Et de là, nous passons à l'actualité internationale. Donc, armes chimiques, 30 pays mobilisés donc aujourd'hui à Paris contre Damas. Une trentaine de pays donc vont lancer une initiative donc ce mardi à Paris en présence du chef de la diplomatie américaine Rex Tillerson afin de poursuivre les responsables d'attaques chimiques en Syrie et riposter ainsi à un veto russe à l'ONU. Cette conférence ouvrira une nouvelle séquence diplomatique sur la crise syrienne avant la reprise des pourparlers de l'ONU donc jeudi à Vienne et le congrès de paix initié par la Russie le 30 janvier à Sochi. Elle se tiendra alors que le régime de Bachar al-Assad a été accusé hier d'une nouvelle attaque chimique contre une enclave rebelle de la Ghouta orientale à l'est de Damas. Les États-Unis ont dans la foulée critiqué le manque d'influence de la Russie sur son allié syrien. Et enfin, les États-Unis, donc les démocrates acceptent un compromis pour mettre fin donc au shutdown. Les sénateurs démocrates ont accepté donc un compromis qui va permettre de mettre fin à la paralysie partielle du gouvernement fédéral américain qui a mis au chômage technique des milliers d'employés. Un accord global doit être encore négocié. Les sénateurs démocrates donc ont accepté un compromis budgétaire temporaire qui va permettre de mettre fin à la fermeture partielle du gouvernement fédéral américain, a indiqué leur chef de file Chuck Schumer. Après de nombreuses discussions, des offres et des contre-offres, le chef de file des républicains et moi sommes arrivés à un accord, a déclaré M. Schumer. Les démocrates avaient refusé jusqu'à présent de voter cette rallonge temporaire sans de solides garanties pour que ces Dreamers, ces jeunes clandestins arrivés aux États-Unis lorsqu'ils étaient enfants et à qui Barack Obama avait offert la possibilité d'étudier et de travailler légalement grâce au dispositif DACA que Donald Trump a depuis aboli, puissent rester aux États-Unis et obtenir un statut légal. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, le programme continue.